Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous en prie, asseyez-vous pour les derniers qui nous rejoignent en direct de H7, en live pour ceux qui nous regardent aussi depuis YouTube. Je suis ravi de vous retrouver. Moi, je suis Julien, je suis le directeur de H7. H7, en quelques mots, on est l'accélérateur responsable de la métropole de Lyon. On a ouvert ce très très beau bâtiment de 1857, qui est une ancienne chaudronnerie, en avril 2019. Et depuis, on a eu la chance d'accompagner plus de 150 startups qui accélèrent au quotidien ici avec les programmes d'accompagnement qu'on propose et en s'aidant de cette belle communauté. On est ce soir ensemble pour parler de Web3. C'est une thématique qu'on a lancée il y a 1 an avec notre partenaire Exec, un programme d'1 année qui prend fin ce soir. Et je voulais vous reparler un peu de la genèse de ce très beau partenariat. Tout commence finalement avec un premier mail. Un premier mail qu'on a envoyé, vous le voyez, le 9 août 2021. On avait la chance de connaître Exec depuis un petit moment. Je repense aux premiers échanges qu'on a eus avec Gilles Fedac, que vous verrez tout à l'heure. Gilles qui est le cofondateur et le CEO d'Exec. Ça faisait quelques temps, depuis finalement l'ouverture de H7, qui nous aidait, nous, évidemment, équipe accompagnement, mais aussi les startups, à comprendre ce qu'est la technologie blockchain et à aider aussi les structures qu'on accompagne à appréhender les opportunités pour faire en sorte qu'elles s'accaparent cette technologie et qu'elles imaginent des nouvelles solutions, des nouveaux business. On s'est dit que c'était une bonne première étape, mais on a vu aussi des tendances émerger, l'essor des crypto-monnaies, et on s'est dit que c'était le bon moment pour penser un premier incubateur qui allait permettre justement à des structures de la région et même plus largement, vous le verrez, du national, de saisir toutes les opportunités qui sont inhérentes au Web3. La première étape, ça a été logiquement de penser à un cycle d'accompagnement, un cycle de conférences de 6 mois qui a permis d'organiser 6 conférences à Lyon évidemment, ici même à H7, mais aussi à Paris, en marge de Vivatech, où on s'est intéressé à plein de problématiques, notamment la définition des termes, pour bien comprendre quelles étaient les opportunités qu'on allait pouvoir saisir tous ensemble, mais aussi parler d'évolution et de nouveaux cas d'usage dans les industries culturelles et créatives, et des nouveaux métiers. Et il y en a beaucoup dans la salle, j'imagine, qui sont dans ces domaines-là, qui vont exister dans quelques années et pour lesquels on aura besoin de talents et pour lesquels la France sera évidemment pourvoyeur de talents sur ces industries. Suite à ces premiers événements, ces premières conférences, on a eu la chance de rassembler plus de 250 personnes. Et donc j'avais une question pour vous. Qui parmi vous a eu la chance de participer à main levée à un ou plusieurs contenus ici à H7 ou ailleurs? Ok, une grande majorité, donc pour ceux qui nous regardent sur YouTube, ce qui veut dire que ce soir, vous êtes aussi là avec nous pour célébrer 1 an de partenariat et 1 an de contenu où on a pu défricher ensemble cette belle problématique. Suite à ça, il y avait un enchaînement qui nous paraissait tout trouvé, c'était de lancer cet incubateur. Donc on est en octobre 2022 et on se dit que c'est le bon moment pour sélectionner 3 startups qui justement décident de se saisir de cette technologie, de se saisir des technologies Web3 pour faire évoluer leurs solutions et penser des nouveaux business models. On leur a proposé, et les équipes leur ont proposé, un accompagnement à 360. Donc on s'est appuyé évidemment sur ce qu'on sait faire à H7, c'est-à-dire de l'accompagnement sur des thématiques liées à l'entrepreneuriat, communication, financement, marketing, produits. Et très vite, on s'est associé aux experts d'Exec pour organiser pendant 6 mois 27 sessions d'accompagnement avec des experts qui sont avant tout des experts d'Exec sur des thématiques liées au développement commercial. Je pense à Francis qui est là aussi ce soir. Merci encore Francis pour ton temps. Je pense aussi à des questions liées aux évolutions du business model avec Baptiste. Nelly qui était intervenue sur des thématiques liées à l'adoption et à la vulgarisation. C'est un des sujets qu'on veut avoir ensemble et avec vous ce soir. Et il y avait une problématique qui était essentielle pour nous, c'était l'adoption. L'adoption de cette technologie. Pour ça, iExec a évidemment une plateforme. Cette plateforme, elle a été mise entre les mains des 3 startups qui se présenteront tout à l'heure, qui se représenteront du coup tout à l'heure et vous présenteront leurs dernières évolutions. Il y avait une personne qui s'appelle Luis Carlos qui les a aidés à comprendre aussi comment implémenter cette technologie dans leurs solutions pour imaginer de nouveaux business models. Derrière, il y avait des permanences qui ont eu lieu pendant 3 mois, des permanences en fonction de leurs besoins, liées à la communication, liées au marketing. Pour ça, je remercie notamment Marianne et Sana qui ont fait un super binôme sur ces questions-là. Je pense aussi à Claudine qui est présente ce soir et qui les a aidés sur toutes les questions liées au design, design produit, design de service, design d'offres. Bref, ça a été un accompagnement vraiment très poussé et fourni par les équipes d'Exec. Mais ce programme aurait été finalement incomplet si on n'avait pas eu la chance d'associer toutes les personnes que vous voyez derrière moi, qui sont des experts
des experts et qui sont d'ailleurs au cœur de ces problématiques dans les entreprises qu'elles représentent. Je vais les citer parce qu'elles nous ont accordé du temps et de l'expertise. Je pense à Céline de Deloitte, je pense à Anton de Dogami, je pense à Karen de Doors, je pense à Ben, cofondateur et CEO de Neopolis, je pense à Frédéric de Worldline, je pense à Marcel qui était venu de Berlin pour passer une journée avec les porteurs de projets, Aurélie, Hugo et Mathieu pour Accelo Capital qui avaient passé pareil un après-midi pour comprendre aussi quels étaient les besoins de financement liés au Web3. Et Benjamin qui travaille chez Sandbox et qui avait apporté une expertise produit pour comprendre aussi dans quelle mesure le design de solutions Web3 est différent et doit être appréhendé comme tel. H7, c'est aussi pas mal de moments festifs, des moments communautaires qui ont permis d'afficher ces jolis sourires qui sont derrière moi. On a essayé de créer une belle dynamique de promo et je suis ravi ce soir de représenter aussi la communauté, de vous faire comprendre aussi comment ces structures elles se sont entraidées. Et pour ça, j'appelle sur scène Gilles, cofondateur et CEO d'AIexec pour vous parler de ce très beau programme sous vos applaudissements. Merci beaucoup Gilles pour ta confiance et la scène est à toi. Merci beaucoup Julien, merci énormément. Donc on va commencer par les remerciements, comme ça c'est le plus important. Donc d'abord un énorme merci aux équipes de H7, aux équipes d'AIexec qui ont permis de faire cet incubateur. Merci également évidemment en premier lieu aux startups, donc Ziplo, Wearspaces, l'Africa Mobile, tous les gens qui nous ont accompagnés également pendant cet incubateur, les partenaires, les intervenants qui étaient d'une qualité extraordinaire. Et puis évidemment, merci à vous tous. J'imagine que vous êtes tous intéressés par le Web3, vous avez tous envie d'apprendre un peu ce qui se passe autour du Web3 et toutes ces choses-là. Et donc c'est pour ça que vous participez à ces événements qui sont de plus en plus nombreux et vous êtes de plus en plus nombreux à y participer. Vous êtes ici, vous êtes intéressés au Web3 probablement. Le Web3, qu'est-ce que c'est ? Il y a plusieurs manières d'aborder ça. Nous, à AIexec, ce qu'on pense, c'est que c'est d'abord une réappropriation de notre univers digital. Vous savez, nos données personnelles, tout ce qui peut avoir de la valeur, finalement, tout ça, ça nous échappe. C'est plus ou moins soit latent, soit accaparé par des grandes entreprises internationales. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir des technologies, des business models qui remettent de la valeur sur ce qui nous appartient dans l'univers digital. Donc on va parler de confidentialité, on va parler de garder la propriété sur des données, sur des applications et de fournir toutes les technologies et de créer des nouvelles entreprises, des nouveaux business models autour de ça. Alors le Web3, c'est on va dire dans l'ADN d'AIexec. AIexec, c'est une société créée en 2016. On est presque des dinosaures dans cet univers-là. Créée en 2016 sur une base effectivement de blockchain. AIexec, on crée une technologie, on crée une plateforme pour que les développeurs puissent très facilement finalement s'emparer de ces technologies sans être confrontés à la difficulté. Et également, on accompagne des entreprises dans leurs propres projets blockchain en les conseillant et en leur permettant de s'approprier cette technologie. Alors, pourquoi ce programme Web3 ? D'abord, on a une volonté pour nous de partager ces technologies. La collaboration, la décentralisation, c'est vraiment au centre de nos valeurs. Et c'est pourquoi on cherche d'abord à partager, à diffuser et que les gens puissent vraiment s'emparer de ce changement. Et puis ce qu'on fait effectivement, c'est d'être capable de démocratiser et de le rendre disponible au plus grand nombre possible. Et on est très heureux évidemment de travailler avec H7 qui a cette expertise extraordinaire d'accompagnement dans l'entrepreneuriat. Et je pense que toutes les startups ici présentes peuvent en témoigner. Alors d'abord, je crois qu'il est vraiment le moment de féliciter ces 3 startups pour le chemin parcouru, passer des nuits blanches, le stress, l'ascenseur émotionnel. Je pense qu'on le connaît tous, enfin moi je le connais, je pense que Radiane tu le connais aussi, on sait ce que c'est, donc vraiment félicitations d'être arrivés jusque-là et on va tous être très heureux de partager finalement le résultat de ces travaux et le résultat de l'accompagnement au sein de cet incubateur, on a hâte de voir ça. Voilà, avant que la soirée commence, on a quand même une annonce à vous faire. C'est que ce programme se continue l'année prochaine, en collaboration évidemment avec H7. Donc si vous êtes porteur de projet, si vous êtes un futur porteur et porteuse évidemment de projets dans le Web3,
n'hésitez pas. Il y a vraiment une structure pour vous accompagner. Et je pense que vous pouvez discuter avec les imprétrants de ce précédent programme et ils auront certainement plein de choses très positives à vous dire. Eh bien, maintenant, Julien. Et avant ça, Gilles, je te propose un tonnerre d'applaudissements quand même pour cette nouvelle édition, qui est une excellente nouvelle. Merci beaucoup pour votre confiance. Merci pour justement la vraie volonté de pérenniser ce programme. On en est ravis. Et j'appelle du coup Sarah Diane sur scène à me rejoindre sous vos applaudissements. Sarah Diane, on est ravis de t'accueillir ici à H7 pour une conférence de 30 minutes pour que tu puisses revenir aussi sur ton parcours et nous présenter aussi ton rôle en tant que CEO de Lume Networks et aussi, si je ne dis pas de bêtises, tu es vice-présidente de France Digital en charge de ces sujets. Et ben, je te laisse la place pour nous raconter aussi ton parcours et nous faire un très beau retour d'expérience. Merci beaucoup. Merci. Voilà, écoutez, je suis vraiment ravie d'être ici parmi vous, parmi des passionnés de la blockchain et du Web3. Moi, j'ai commencé à entreprendre quand on n'appelait pas encore ça le Web3. La blockchain, en réalité, c'est une technologie que j'ai découverte en 2013. Mais j'ai vraiment commencé à m'y intéresser en 2016. Et ce qui vraiment m'a au début fasciné, c'était la décentralisation. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai fait des études assez variées. J'ai fait des longues études, j'ai fait 8 ans d'études. C'est pas parce que je ne savais pas trouver ma voie, c'est en réalité parce qu'il y avait beaucoup de sujets qui m'intéressaient. Donc, je suis ingénieure de formation. Ensuite, j'ai fait une école de commerce et je me suis spécialisée en fiscalité internationale. Pas beaucoup de rapport avec la blockchain, mais en réalité, la fiscalité et les cryptos, c'est quand même un gros sujet. Donc, ce que j'ai fait me sert. Et au début, j'ai trouvé un job qui mélangeait tous mes parcours académiques. Donc vraiment, c'était voie royale, j'avais tout coché. Mais le digital, moi, c'était quelque chose qui m'intéressait en fait depuis toute petite. L'informatique, les systèmes de données, ça m'intéressait réellement. J'ai en 2013-2015, un de mes premiers jobs, c'était chez Numberly, qui s'appelait aussi Mille Merci, donc une boîte qui est spécialisée en big data, qui a été fondée par une femme qui s'appelle Iseult Coste, qui est une entrepreneure remarquable, et qui m'a initiée finalement à la donnée, comment on la stocke, comment on l'utilise d'un point de vue marketing. Et je m'impliquais beaucoup dans la tech, et en fait de façon complètement aléatoire, vu que je m'intéressais comme ça un petit peu à plein de sujets, dont la blockchain. Je me retrouve en 2017, fin 2016, début 2017, dans une des premières conférences d'Ethereum. Et là, j'ai vraiment eu une claque, parce que j'ai rencontré en fait des gens qui paraissaient tous un peu barges, mais hyper sérieux à la fois. Je me suis dit, c'est quoi ce monde? Il y avait des personnes spécialisées en design, des chercheurs, des développeurs, des personnes du monde du business. Et par rapport à la scène tech française que je commençais à bien connaître, je me suis dit, mais c'était incroyable. Et beaucoup de gens me demandaient ce que je faisais là, à cette soirée. Comme je ne savais pas trop quoi répondre, parce qu'en réalité, j'étais juste curieuse, je leur ai dit, je suis une fan de Gavin Wood, donc, qui était à l'époque CTO d'Ethereum et maintenant CEO de Polkadot. Et je disais, je suis juste une fan de Gavin Wood. Et à un moment, il y a quelqu'un qui me dit, Sarah Diane, voici Gavin Wood. Gavin Wood, Sarah Diane est ta plus grande fan. Donc moi, je me retrouve en face de lui. Et c'était hyper sympa. On a été dîner le soir même avec Vitalik et Gavin Wood dans un petit restaurant. Enfin, c'était complètement surréaliste. Et je suis devenue complètement obsédée par la blockchain après ça, après cette conférence. J'ai eu de la chance de rencontrer mon associé, qui est aussi lyonnais, qui a fait Epitech et qui avait étudié la blockchain à San Diego. Quand il m'a dit qu'il avait étudié la blockchain en 2012, je lui ai dit, mais pourquoi tu n'es pas en train de faire une boîte dans ce domaine en fait? Il faut faire ça maintenant. On était en 2016-2017. Et donc, on a commencé à construire des choses ensemble. Au début, comme j'étais chez Mille Merci, Numberly, qui est une boîte qui fait du marketing digital,
à ce moment-là, je me dis, assez naturellement, hein, parce que c'était un lien entre ce que j'étais en train de faire et la blockchain, je me dis, en fait, il faudrait permettre aux marques de construire des programmes d'engagement client sur la blockchain, puisque tous les programmes d'engagement client dépendent de la donnée. Et la blockchain, c'est une nouvelle forme de représentation de base de données. Et à l'époque, déjà en 2013, etc., il y avait un mantra pour toutes les personnes du marketing, c'était il faut désiloter, il faut permettre aux clients d'avoir une expérience omnicanale, etc. Et je me disais, mais la blockchain, c'est la solution dont on a besoin. Et je me suis retrouvée dans une période un peu délicate, parce que moi, quand j'expliquais à mes amis que j'étais en train de faire que je voulais créer des choses sur la blockchain et créer une crypto-monnaie, etc., ils me prenaient un petit peu pour une illuminée, on va dire. Et quand j'expliquais aux personnes du monde très crypto ce que je voulais faire avec des marques, etc., c'était pas du tout le mindset de l'époque. Donc moi, j'étais vraiment au milieu. Et j'ai eu du mal au début à trouver vraiment des personnes qui croyaient en ce que je faisais. Mais j'ai pas lâché. Ce qui s'est passé, c'est assez drôle. Donc pour en parler, j'ai fait une des premières ICO françaises. Après iExec, mais c'était quand même une des premières. Et on l'a fait de façon un petit peu non voulue. En fait, à Miami, on a été à une des premières conférences Bitcoin à Miami. Et on rencontre les personnes qui avaient fondé Conrail, qui à l'époque était un des plus gros exchanges en Corée, qui faisait des IEO. Donc les IEO sont devenus plutôt tendance après, en 2019-2020. Mais ils ont fait une des premières IEO et nous, on l'a fait avec eux. Le gros problème qu'on a eu, c'est que Conrail s'est fait hacker avant qu'on puisse recevoir les fonds. Donc on a quand même reçu les fonds de notre IEO qui, au moment de la vente, était de l'ordre de 2 millions d'euros. Et après, il y a eu une chute brutale des cryptos. Donc nous, quand on avait la promesse des fonds qu'on a finalement reçus, ça valait 2 millions. L'Ether était à 1200 $. Un an après, l'Ether était passé à 80. Et là, la chute est quand même assez rude quand on se dit, voilà, on avait tel budget pour monter sa boîte. Et quand on les reçoit, tout le monde disait « hodl », etc. Donc nous, on ne vend pas et on voit petit à petit, on commence à recruter des gens. C'était vraiment la courbe inverse du break-even, quoi, si vous voulez. On commence à recruter des gens, l'Ether est en train de plonger. Et à un moment, je me souviens, Fabrice était déprimé. Il me dit, mais là, on n'a plus que... on était en millions, on est en quelques centaines de milliers d'euros. Je lui dis, Fabrice, c'est comme un seed sans donner d'equity. C'est génial. Et donc, on s'est remotivé. On a continué à construire. Et oui, c'est vrai que les périodes, ce qu'on appelle un petit peu les crypto winter, c'est des périodes qui ne sont pas faciles. Mais je pense aussi que c'est les meilleurs moments. En fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui comparent un petit peu l'entrepreneuriat et le surf. Donc tout est une question de voir quand est-ce que la vague arrive et savoir à quel moment on va commencer à pédaler comme des malades pour la prendre. Et moi, il y a une citation de Bill Tai que j'aime beaucoup, qui dit que quand il n'y a pas de bonne vague, en fait, l'important, c'est de savoir mettre son énergie au bon moment. Et il a étudié la différence entre être intelligent et avoir de la chance. Et en fait, l'intelligence, c'est de se mettre sur le bon chemin pour avoir de la chance. Et quand il n'y a pas de vague, parfois, il faut savoir faire du kitesurf aussi, changer un petit peu de discipline. Et c'est ce qu'on a fait avec Fabrice. On n'arrivait pas à trouver réellement des marques qui étaient intéressées par notre produit. On s'est dit, on va faire nous-mêmes le cas d'usage de notre propre blockchain. Alors, on avait commencé à construire sur Ethereum. Ethereum, à l'époque, ce n'était pas encore assez scalable pour faire ce qu'on voulait faire. Donc, on est parti sur un écosystème qui s'appelle Cosmos, donc qui est du Delegated Proof of Stake. On construit notre blockchain. On ne trouve pas encore de marque intéressée, donc on se dit, on va faire notre propre cas d'usage. On fait notre propre cas d'usage. Et en fait, à partir de ce moment-là, il y a eu une meilleure compréhension de ce que qu'était cette technologie. J'ai plus besoin de faire des cours d'explication parce que moi, j'ai quand même eu pendant plusieurs années des rendez-vous soi-disant business où en fait on voulait juste des informations sur ce qu'était la blockchain. Et j'ai un petit peu contre mon gré joué le rôle de professeur blockchain. C'était intéressant pour maintenir, on va dire, les cash flows de la boîte, mais ça n'intéressait pas du tout mes équipes. Et moi, j'avais un petit peu cette responsabilité aussi de continuer à inspirer et de donner une vision. Et voilà, il a fallu s'adapter. Et on n'a pas fait un mauvais choix, parce qu'au final, il y a un peu moins de 2 ans maintenant, le cas d'usage qu'on avait créé sur notre blockchain dans Cosmos a fait l'objet d'une acquisition
par un des principaux fonds américains de private equity qui s'appelle PSG, comme le club de foot, sauf que c'est Providence Strategic Growth, et qui a été racheté par une société qui est assez connue, qui s'appelle Avis Vérifié, et qui est le leader en fait de la récupération d'avis clients, et qui voulait s'équiper d'une solution blockchain pour assurer en fait la transparence dans leur processus de vérification. Donc la boucle était bouclée. Aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises et de startups qui sont dans ce domaine. Moi, j'étais un petit peu la seule, et je pense que j'étais assez tôt, il y a 7 ans, mais qui sont dans le domaine de l'engagement client. Je suis aujourd'hui encore convaincue que la fidélité et les monnaies de fidélité ont beaucoup d'avenir. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé Lume Network, c'est un protocole qui est open source et non-profit. Donc, il n'a pas fait l'objet d'une acquisition. Et avec mes équipes, là, on est en train de continuer à construire des choses sur le Lume. On se focus aujourd'hui vraiment sur les produits qui sont, on va dire, plus crypto-native. Donc, on est extrêmement intéressé par tout ce qui est DeFi, GameFi. Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment notre terrain d'expérimentation. Et je reste très attentive, à la fois en tant qu'entrepreneur et aussi business angels, à toutes les sociétés qui utilisent ces nouvelles technologies. Et Gilles en a parlé de la décentralisation pour réinventer des nouveaux types de business models, des nouvelles interactions, parce que je pense qu'on peut vraiment changer beaucoup de règles du jeu. C'est pour ça que je suis vraiment très contente et aussi émue d'être devant vous, qui êtes aussi des builders et qui peuvent participer à changer les choses. Et donc, je voulais vous partager quelques exemples. On ne peut pas rentrer dans les détails parce que je vais essayer quand même de ne pas trop accaparer de temps, parce que j'ai hâte d'entendre les 3 prochaines startups qui vont nous rejoindre. Mais d'exemples de résilience et de courage, je pense que c'est dur en réalité d'être entrepreneur, parce qu'il faut être beaucoup de choses à la fois. Je pense que c'est un des métiers les plus passionnants et aussi les plus difficiles. On a besoin à la fois d'être un athlète, mais aussi, moi c'est quelque chose qui tout le temps dit dans mon équipe, c'est on n'est pas dans un sprint, on fait des sprints de temps en temps, mais l'entrepreneuriat c'est pas un sprint, c'est un marathon. On a besoin de construire des choses sur le long terme, maintenir sa vision, et maintenir sa vision c'est ce qui est le plus dur. Et je pense que le secret derrière tout ça, pour moi, c'est la passion à la fois du domaine, la passion d'être avec des équipes, et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut garder. Et il faut aussi savoir donner. Je trouve que l'entrepreneuriat, c'est un des domaines où ce sens est le plus développé, celui du partage. C'est aussi la raison, ça a été mentionné rapidement tout à l'heure, mais c'est la raison pour laquelle moi j'ai rejoint France Digital en 2018, qui est une association qui est la plus représentative en Europe, à la fois d'entrepreneurs et de start-up. France Digital, le rôle, c'est de faire à la fois de l'éducation, mais aussi du lobbying. Donc là, mon côté réglementaire et juriste m'aide beaucoup. On est sur aujourd'hui on va dire un périmètre et un horizon qui est encore en mouvance en Europe. Il y a encore beaucoup de choses qui vont se dessiner dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et voilà, moi j'essaye, en tout cas avec la communauté d'entrepreneurs qui fait partie de France Digital, de faire bouger les choses pour garder une souveraineté en France, pour continuer en fait à développer cette technologie. Et je pense que de façon plus globale, moi j'ai eu aussi beaucoup de chance d'avoir des conseils d'autres entrepreneurs, des conseils de personnes qui ont soutenu ce que je faisais. J'ai pas envie de faire un discours bisounours, c'est aussi parfois aussi très dur. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire que ce que vous faites c'est bullshit, etc. et que vous devriez arrêter. Des gens bien intentionnés, parfois moins. Moi, pendant très longtemps, ma mère a continué à m'envoyer des offres de job quand j'ai monté ma boîte. En me disant, mais je comprends pas, tu as fait des super bonnes études, pourquoi est-ce que tu te lances dans l'entrepreneuriat ? Et maintenant, elle est super contente que je sois dedans. Et en fait, c'est toujours tenir un cap, être passionné, s'entourer de bonnes personnes et surtout continuer en France et ici à Lyon d'entreprendre dans ce domaine que moi je trouve formidable et que vraiment j'aime parce qu'il est composé justement de vous et de toutes ces personnes qui est le Web3. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sarah Diane.
Merci encore pour ce retour d'expérience qui, je pense, a énergisé énormément les startups qui vont pouvoir prendre la suite pour présenter justement, et c'est le bon moment, les évolutions. On s'était vu évidemment au lancement, on s'était vu à mi-parcours pour présenter les dernières nouveautés sur vos solutions. Et c'est le bon moment pour présenter le rendu final de 6 mois d'incubation. Et on en est très fiers à la fois sur des aspects marketing, communication, mais surtout des aspects techniques. Et j'espère que vous allez prendre le même plaisir que moi à découvrir les nouveautés, les dernières fonctionnalités. Pour ça, on va accueillir les projets. Et derrière les projets, vous aurez 10 minutes chacun. Et j'appelle les équipes de Ziplo, Aurélie et Clément à me rejoindre sur scène sous vos applaudissements. Et bien Clément, je vais te passer mon micro et puis vous avez 10 minutes. Là, le zapper est ici. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes donc l'équipe Ziplo. Et je vais commencer par vous poser 3 questions. Je vais vous demander de répondre à main levée. On va faire un petit sondage dans la salle. Qui parmi vous, au début de son projet, avait des réticences à en parler parce qu'il avait peur de se faire voler son idée ? Quelques personnes ? Si, il y en a quelques-uns. Deuxième question. Au moment de partager, de transférer un fichier qui contient de la donnée un peu confidentielle, personnelle, est-ce que vous avez déjà eu peur que ce fichier atterrisse entre de mauvaises mains, qu'il aille chez quelqu'un qui n'est pas le destinataire que vous avez choisi ? Ouais, un peu plus de monde là, c'est courant. Dernière question, est-ce que dans votre entourage, vous avez entendu des histoires de plagiat et donc est-ce que vous avez peur d'être victime de plagiat à votre tour ? Ouais, quand même quelques-uns. Écoutez, vous n'êtes pas parano, ce sont des problèmes qui sont assez récurrents et c'est pour ça qu'on a créé Ziplo. Le but de Ziplo, en fait, c'est de faciliter au maximum la création de la preuve numérique dans le but de protéger ses créations et sa propriété intellectuelle. Pourquoi c'est important de protéger sa propriété intellectuelle ? Parce que 60 à 90% de la valorisation de votre entreprise, ce sont ses actifs immatériels. Actifs immatériels, c'est votre marque, ce sont des brevets quand vous les déposez, mais tout le monde n'en dépose pas, et c'est donc sa propriété intellectuelle. Pour les 500 plus grosses boîtes américaines qui sont cotées, c'est 84% de leur valorisation. Pour Ziplo, donc un petit mot sur l'équipe, nous sommes 4 associés fondateurs. Je fais un petit coucou à Florian et Anthony qui nous suivent à distance, qui ne pouvaient pas être là ce soir. Florian est notre CTO, Anthony est designer, développeur. Moi, je suis Clément, je suis responsable du produit et aussi en partie des ventes avec Aurélie. Et donc Aurélie, je suis la CEO, c'est comme ça qu'on dit, et donc je fais la communication, les ventes et à peu près tout le reste. Donc pour vous présenter Ziplo, on ne va pas juste vous faire une démo, on va vous raconter une histoire, et c'est l'histoire d'une boîte qui crée un nouveau robot. Alors, imaginez, je suis le fondateur d'une jeune boîte qui va lancer un robot autonome qui est destiné à aller dans toutes les maisons du monde et qui intègre ChatGPT-6 pour pouvoir répondre à toutes les questions qu'on va lui poser. On a travaillé pendant des mois sur des prototypes, différents designs au fur et à mesure qu'on a déposés chez Ziplo. Vous allez voir ça tout à l'heure. Toutes nos esquisses, tous nos travaux préparatoires, on les a déposés et puis on va déposer ensemble le design final. Voilà, on a la vue, les plans, la vue technique et puis le design final de la bête. Notre robot va ressembler à ça et on va faire notre dépôt tout bêtement. Je vais aller sélectionner un fichier, j'aurais pu en sélectionner 50. Je vais demander à protéger mon fichier, je vais choisir la durée pendant laquelle Ziplo va conserver mon fichier. Donc, et ce fichier est immuable, impossible de le modifier une fois qu'il a été déposé. On procède au paiement, tout bêtement. J'avais créé un compte Ziplo, j'avais mis des crédits dessus pour aller plus vite et pas sortir ma carte bancaire à chaque fois. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Il y a tout un tas d'étapes qui sont faites par Ziplo, notamment un eurodatage qualifié, c'est-à-dire un eurodatage reconnu légalement qu'on va pouvoir utiliser devant un tribunal en cas de besoin. Et donc, Ziplo sert de tiers de confiance. Ici, vous voyez, on avait tous nos dépôts probatoires, plus le dépôt final. Et là, on a notre certificat qui est retourné par Ziplo avec des haches de sécurité qui peuvent être vérifiées par un expert judiciaire à l'extérieur s'il y a besoin, etc., prouvant que tel jour, telle heure, telle date, tel fichier avait bien été déposé. Voilà.
Ça, on a déposé le design de notre super robot, mais un robot avec du ChatGPT-6 à l'intérieur, ça inclut du code informatique. Et le code informatique aussi, il faut le protéger. En plus, ça ne peut pas se déposer en tant que brevet du code informatique. Donc, en fait, on a créé une extension GitHub, et on l'étendra sur GitLab et autres. Donc là, on vous montre toute la configuration. Vous voyez, ça prend quelques secondes. Hein. On a rentré un token de sécurité dans notre GitHub. On a déployé un GitHub Action. Et maintenant, en fait, si je veux faire une release de mon code, puisque la moitié de la Terre utilise aujourd'hui GitHub pour gérer son code, voilà, je crée une nouvelle release, donc une version de mon produit. Voilà, je rentre les observations. Là c'est le travail que fait normalement n'importe quel développeur. Et en fait, il y a un nouveau bouton qui est apparu à la fin de sa release. On est intégré dans GitHub. Je peux dire que je veux déposer mon code au niveau de Ziplo. Et vous voyez, ça a pris 7 secondes. La totalité de mon code a été envoyée, transférée et horodatée de manière légale au niveau de Ziplo. Donc non seulement ça fait une copie de sécurité en cas de besoin, mais surtout, vous avez la preuve. Donc si quelqu'un pirate votre code, si un employé s'en va avec une partie du code, vous pouvez prouver que ce code-là était à vous à tel moment, telle heure, telle date. Voilà, ça c'est le bout de code que vous avez juste à rentrer dans votre Git qu'on est en train de vous montrer. Donc c'est vraiment, la configuration prend l'équivalent de 3 minutes pour un de vos développeurs. Il peut y avoir plusieurs développeurs sur le même compte, vous pouvez avoir plusieurs logiciels en cours de route. Et voilà, notre robot, par contre, on a un petit problème. On se rend compte, une semaine avant le lancement, qu'il y a un robot équivalent, quasiment équivalent, qui sort sur le site d'une grande entreprise avec laquelle, en plus, on avait eu des discussions, un grand industriel chinois. Et puis finalement, on n'a pas bossé avec eux, mais on leur avait partagé pas mal de documents. Et là, donc, moi, en panique, j'appelle mon avocate, je lui transmets toutes les preuves que j'ai accumulées et je lui dis il faut faire quelque chose. Je suis l'avocate. Donc, je vais prendre toutes les preuves qu'a créées la boîte, de tous les dépôts pour constituer un dossier. Et je peux même aller sur le site et je vais faire une capture parce que sur l'extension, comme on a fait avec GitHub, on l'a fait sur Google Chrome. Donc, j'ai un token qui relie l'extension Chrome à mon compte Ziplo. Et en un clic, quand j'appuie sur Nouveau dépôt, c'est le même process qu'un constat en ligne qui est effectué par un huissier. Je fais un constat en ligne pour dire cette page était bien publique, tel jour, à telle heure, et je vais pouvoir m'en servir dans tout mon dossier avec des preuves. Donc, les histoires de parasitisme ou de plagiat, ça ne va pas toujours devant un tribunal, c'est souvent des histoires de négociation en fait, entre avocats. Et si vous voulez mener à bien votre négociation, vous avez intérêt à avoir un dossier. Et donc tout l'intérêt de Ziplo sur la simplification et le fait que vous puissiez faire les dépôts vous-même, c'est pour pouvoir anticiper ce genre de choses en fait, et pour pouvoir avoir un dossier le moment venu si jamais ça se passe mal. Donc, pour résumer, avec Ziplo, vous pouvez faire de la preuve de dépôt, du constat numérique, on simplifie le dépôt de code, et en plus à tout ça, on a ajouté la fonction de transfert avec un outil souverain, comme ça vous pouvez partager sans avoir peur que vos fichiers transitent par des serveurs AWS ou autres, on est 100% français. Et vous allez me dire, où est le Web3 dans tout ça ? Eh bien, on l'a volontairement caché. Parce que le but de Ziplo, je le disais, c'est de simplifier au maximum pour l'utilisateur. Et donc, pour l'utilisateur, il ne doit pas voir la technique, en fait. Ça doit être très simple. Qu'est-ce qui se passe, en fait, avec Ziplo ? On le disait tout à l'heure, quand vous avez votre certificat de dépôt, quand il y a un dépôt, on fait une empreinte du fichier pour dire c'est bien ce fichier-là et pas un autre. Il y a un horodatage qualifié. Et maintenant, on inscrit toutes les informations qui sont sur le certificat sur la blockchain iExec. C'est donc gardé de façon décentralisée. Ça nous fait en plus un deuxième horodatage. Dans la prochaine version, au moment où on va faire l'inscription sur la blockchain, on va générer un NFT confidentiel et donc l'utilisateur pourra récupérer sur son propre wallet ce NFT ou alors on le conserve pour lui au choix de l'utilisateur. On parlait également de stockage de fichiers. On stocke le fichier en fait parce qu'en cas de litige, le certificat ne va pas suffire. Il faut que vous ayez le fichier qui corresponde bien au certificat. Et donc entre deux, il n'est pas question qu'il soit modifié ou perdu. Sinon, ça ne correspond pas au certificat de dépôt. Et donc aujourd'hui, le fichier est stocké sur notre cloud sécurisé, mais on veut aller encore plus loin en fait. Et donc avec la prochaine version, en fait, on va chiffrer avec des clés gérées par iExec, par leur enclave. Nous n'avons pas les clés et donc même si c'est stocké chez nous, nous n'avons pas accès aux fichiers. Comme ça, on est sur une confidentialité
sécurité maximale. Donc pour nous, le Web3, en fait, ça nous permet de renforcer notre solution tant sur la pérennité, la sécurité et la confidentialité, et c'est vraiment ce qu'on veut pour nos utilisateurs. Et pour finir, on fait un petit avant-après incubation. Ouais. Quand on est arrivé en octobre dernier, on était sur la V2 de Ziplo avec du transfert et du dépôt classique. On était au début de la commercialisation. En cours de route, on a fait l'enregistrement sur la blockchain, on a développé le Ziplo Webproof avec Chrome qui est déjà disponible. Et puis là, vous avez eu un petit aperçu de la V3 qui sort ce mois-ci avec le dépôt de code, multi-utilisateur, etc. On a fait une petite levée de fonds en début d'année pour pouvoir accélérer notre commercialisation. On a signé un partenariat avec un gros cabinet d'avocats qui est Cornet Vincent Ségurel, présent dans les grandes villes françaises. Et puis on est utilisé tous les jours, de plus en plus, et on a multiplié par 20 les dépôts qui sont faits sur Ziplo tous les mois. Donc voilà, pour résumer, Ziplo, c'est un moteur de preuve pour protéger votre travail. Et pour vous en faire profiter, on a fait un petit code promo. Si vous créez un compte sur ziplo.fr, si vous voulez bénéficier de l'abonnement Ziplo+, vous rentrez Web3 et vous l'aurez à 10 € par an au lieu de 60. Je serai ravie de répondre à vos questions et d'échanger avec vous après les présentations. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Bravo à tous les deux. Ça va pas être facile de passer après ça, mais heureusement on a quelqu'un qu'on adore aussi, qui était la deuxième start-up, quelqu'un qui s'appelle Malik Diouf, qui est le CEO et le fondateur de l'Africa Mobile. Malik, sous vos applaudissements. Malik, quel plaisir de t'avoir parmi nous. Première arme, à toi, et 10 minutes, comme les autres. Super. Je t'en prie. Merci Julien. Bonsoir à tous. Je m'appelle Malik Diouf, je suis le fondateur de l'Africa Mobile, une plateforme de communication et de marketing mobile en Afrique. Nous accompagnons les marques et les entreprises africaines à engager leurs clients de façon efficace sur le téléphone mobile. Mais avant de parler du projet, permettez-moi juste de vous partager la conviction profonde qui est derrière tout ça. Chez l'Africa Mobile, nous croyons profondément que le développement de l'Afrique passera nécessairement par le développement de ces entreprises. C'est pour ça que nous en avons fait une mission. Et la mission de l'Africa Mobile, c'est d'accompagner et d'aider les entreprises africaines à croître, à grandir de façon responsable vers le marketing mobile. Laissez-moi à présent vous partager quelques éléments de contexte. L'Afrique, en 2050, c'est 2 milliards de personnes, avec une demande croissante du digital, qui a été accélérée notamment par l'avènement du Covid-19. L'Afrique, en 2025, c'est 1 milliard de détenteurs de téléphones mobiles. C'est demain, hein, avec des spécificités quand même. Plus de 90% de ces détenteurs de téléphones mobiles sont en prépaiement. Autrement dit, ils achètent le téléphone à la carte. Et ça leur coûte extrêmement cher. Les opérateurs de téléphonie mobile ont défini un indicateur qu'ils appellent l'ARPU, Average Revenue Per User, qui correspond en grosso modo à la dépense moyenne par utilisateur par mois. Elle est d'à peu près 5 $ en Afrique subsaharienne. Ça a l'air de rien comme ça, 5 $, mais il faut savoir que dans cette zone du monde, cela correspond au revenu moyen par habitant par jour. Donc ça leur coûte extrêmement cher quand on rapporte ça à leur échelle. Et la problématique majeure qu'ont les entreprises, c'est d'une part savoir qu'il y a un canal qui est là, qui est le téléphone, qu'on peut utiliser, mais l'usage est limité par l'accès de ce crédit téléphonique. Comment répondre à cette problématique? Pour cela, nous proposons 2 solutions. La première, une plateforme de monétisation de données qui permet à n'importe quel détenteur de téléphone d'avoir accès à du crédit gratuitement sur la blockchain, tout en gardant le contrôle total sur ces données et en contrepartie, recevoir régulièrement de la pub de la part des entreprises. Et d'autre part, une plateforme de marketing
qui permet à ces entreprises-là de pouvoir adresser leurs services, leurs produits à des utilisateurs mobiles, cette fois-ci consentants. Vous l'aurez compris, la proposition de valeur s'articule au niveau de 2 points. Le premier étant de donner du crédit gratuitement à tous les utilisateurs de téléphonie mobile. Le deuxième étant de donner à ces entreprises africaines, rappelez-vous le lien avec la mission dont je parlais tout à l'heure, la possibilité de pouvoir acquérir de nouveaux clients de façon abordable, inclusive et efficace. Aujourd'hui, en termes de produits, c'est un produit SaaS qu'on met à disposition des marketing. On a aussi développé des fonctionnalités en API pour permettre simplement à n'importe quel développeur de pouvoir l'intégrer sur d'autres plateformes ou sur d'autres applications. Nos avantages compétitifs par rapport à la concurrence se situent au niveau de 3 points. Le premier, c'est déjà notre déploiement en Afrique francophone. Ensuite, notre expertise en marketing et en communication, mais spécifiquement en Afrique. Vous l'avez bien vu, que l'Afrique a ses spécificités, et ça, nous, on l'a compris. Et surtout, les assets qu'on a développés depuis lors. Aujourd'hui, on est en partenariat avec 35 opérateurs dans 15 pays en Afrique. On a déjà ciblé des secteurs d'activité que sont les banques, les fintech, la logistique, le transport, les assurances, mais également les ONG pour pouvoir utiliser cette plateforme. Qu'est-ce qu'on gagne dans cette histoire? Surtout pour les entreprises que nous, on souhaite accompagner, c'est d'avoir des bases de données, une segmentation et une prospection qui est déjà super qualifiée, d'une part, et d'autre part, de pouvoir faire des campagnes marketing à moindre coût et des campagnes marketing qui sont responsables. D'autre part, vous avez l'utilisateur mobile qui peut avoir accès à du crédit téléphonique gratuitement tout en ayant un contrôle total de ces données. Et ça, ce ne serait pas possible s'il n'y avait pas la blockchain qui soutient ça derrière. Et donc, comme vous l'avez vu ici, il y a une vraie valeur qui est créée. Et cette fois-ci, la valeur est partagée entre les entreprises et les utilisateurs. Nous, l'Africa Mobile, nos objectifs, c'est évidemment la croissance, mais dans l'impact. En Afrique, c'est notre terrain de jeu. Et ça, nous comptons le faire avec les leviers des nouvelles technologies, que sont notamment la blockchain et la big data, avec une vision claire qui est de devenir leader dans l'innovation technologique pour les minorités, notamment dans les marchés émergents. À présent, laissez-moi vous partager la démo. Ici, on a mis en place une plateforme. La plateforme qui est d'ailleurs disponible, là, vous pouvez aller là-dessus, qui permet à n'importe quel particulier de venir sur ce formulaire-là et rentrer des données qui le concernent. Le nom, le prénom, l'âge, pays de résidence, profession, centre d'intérêt. Et il a même la possibilité d'exclure des centres d'intérêt sur lesquels il ne souhaite pas avoir des informations. D'accord ? La particularité ici, vous l'aurez compris, sur le Web3, c'est que nous, on ne stocke aucune donnée. Tout sera stocké sur la blockchain, notamment sur le stack de nos partenaires iExec ici présents. Et à partir du moment où l'utilisateur aura accepté les CGU, défini la fréquence de réception des messages, on lui envoie un SMS qui est l'alias de sa clé de validation d'accès à sa wallet. Et à partir du moment où elle reçoit cette... attention, le code qui est reçu ne correspond pas exactement, je sais que la question a été déjà posée, ne correspond pas exactement au mot de passe d'accès à la wallet, mais c'est un alias qu'on a fait qui permet simplement de pouvoir justement rajouter un peu plus de sécurité. Donc à partir du moment où l'utilisateur a reçu ce code-là, il peut se connecter sur l'interface avec son identifiant, son numéro de téléphone qui est normalement un identifiant unique, et cette clé-là lui permet d'accéder à l'interface et de pouvoir gérer son compte. Et dans ce compte-là, comme vous pouvez le voir, il peut le suspendre s'il n'a plus envie de recevoir des messages. Il peut le supprimer s'il n'a plus envie d'être sur la plateforme. Il peut aller voir ses informations, le crédit téléphonique que les entreprises lui ont reversé pendant les campagnes de pub, modifier ses informations personnelles, sa clé de validation, la fameuse alias dont je faisais allusion tout à l'heure, et puis de pouvoir par la suite partager ces informations. D'autre part, ça c'est l'interface pour l'entreprise qui, elle, va se connecter avec une interface spécifique que nous mettons à disposition. L'entreprise a moins de contrôle. On a inversé les rôles cette fois-ci. L'entreprise, on lui donne un accès qui est spécifique, qui lui permet, lui aussi s'il souhaite, l'entreprise peut
monétiser ses propres données ou lancer des campagnes sur la base des critères. Pour ceux qui ont l'habitude de lancer des campagnes digitales ici, comme sur Google ou sur Facebook, c'est des choses qui sont plus ou moins similaires. Où je fais ma sélection selon des critères. Ça peut être par centre d'intérêt, par profession, par âge, par pays. Et à partir du moment où j'ai fait toute la sélection des critères concernant ma campagne, là, je peux lancer la campagne avec le nom de ma campagne, je peux le spécifier, le sender, le message qui va être reçu, comment cela va être signé sur le téléphone de la personne, la tranche d'âge, le contenu du message, etc., etc. Et donc, à partir du moment où la campagne elle est programmée, avant de le lancer, on lui dit bien, écoutez, monsieur, vous avez fait votre campagne, voici le nombre de contacts qu'on a trouvé pour vous, voici ce que ça va vous coûter le message, mais attention, la valeur, vous allez aussi la partager, et la valeur que vous allez partager en argent représente tant en crédit téléphonique. Ça, c'est la version web, pour ceux qui ont un smartphone. Mais malheureusement, en Afrique, il n'y a qu'à peu près 40% des gens qui ont un smartphone avec accès à Internet. Le reste est en deçà de la 3G. Comment est-ce qu'on fait pour adresser ces gens-là? Nous avons développé une interface sur une technologie qui s'appelle l'USSD, qui est très basique, qui permet à n'importe quel utilisateur, smartphone ou pas, sans Internet, de taper un code et d'avoir accès à ça. C'est une technologie qu'on utilisait il n'y a pas longtemps en France pour recharger les codes. Aujourd'hui, on l'utilise en Afrique pour faire de la communication. Et donc, cette personne-là peut venir se connecter, donner ses informations qu'elle souhaite monétiser et avoir accès au même titre que ceux qui sont connectés à Internet ou à ces informations-là, à cette plateforme en tout cas de monétisation et mettre à disposition ces données pour pouvoir recevoir de la pub et ayant un contrôle total sur ces informations qui ne seront jamais possédées par les entreprises qui vont lancer les campagnes. Pour ceux qui souhaitent continuer la démo, malheureusement, je vais m'en arrêter là. Par contre, je vous mets un QR code là et le lien vers la plateforme de démo. Vous pouvez le scanner, aller dessus. Et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous, de vous en dire plus à la fin de cette présentation. Merci à tous. Bravo Malik. Bravo Malik, je te demande juste 30 secondes en plus parce que je voulais remercier 2 personnes de ton équipe qui ont aussi énormément travaillé à tes côtés. Je pense à Tala qui est présent ce soir dans la salle et à Mas qui nous regarde depuis le Sénégal. Je vous demande de les applaudir aussi parce que tout ça n'existait pas il y a 6 mois. Bravo Malik et on a hâte que tu puisses répondre à toutes les questions. Merci encore. Alex, à ton tour pour finir. Je vous demande d'applaudir Alex qui est le cofondateur et le CTO de Wearspaces. Et ton micro, pareil, 10 minutes pour nous faire découvrir les dernières évolutions de Wearspaces. Merci encore. Yes. Du coup, bonsoir. Je m'appelle Alex Fresne, je suis le CTO et cofondateur de Wearspaces. Et histoire d'être super original, je vais vous faire, moi aussi, un sondage à main levée. Donc, si vous arrive de jouer à des jeux vidéo de manière régulière ou occasionnelle, j'aimerais que vous leviez la main. Donc, tout support confondu. Il y a plein de mains levées, c'est très intéressant. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que le jeu vidéo, aujourd'hui, il est très incrusté dans notre quotidien, et tout particulièrement le jeu multijoueur. Donc, dans un cadre où on est amené à interagir avec d'autres joueurs. Et j'aimerais vous parler d'un exemple personnel, puisque je suis moi-même joueur de jeux vidéo, et plus particulièrement, je joue à Final Fantasy XIV. Donc si vous connaissez, voilà. Dans ce jeu, et pour la plupart des jeux en ligne, ce qui va se passer, c'est que vous allez interagir avec les autres utilisateurs via un avatar. L'avatar, c'est ce que vous allez incarner, c'est ce que vous allez représenter aux autres quand vous allez échanger ou jouer sur les différentes plateformes. Et c'est un élément qui est très important parce que via cet avatar, vous allez envoyer énormément d'informations aux autres personnes à qui vous allez interagir. Et ces informations, c'est tout particulièrement des vêtements. Donc là, vous pouvez voir tout un set de fringues que je porte plus ou moins régulièrement sur Final Fantasy XIV selon les différentes activités que je vais pouvoir faire. Et ça, c'est un truc qui est très intéressant, c'est qu'au-delà du jeu en lui-même, en fait, il y a tout l'aspect social qui rentre en jeu.
c'est bien au-delà du jeu. Certes, on va faire des activités ensemble, mais en fait, selon les activités qu'on va faire, typiquement, je ne vais pas forcément mettre les mêmes fringues. Maintenant, si je m'arrête sur le côté jeux vidéo, là, vous pouvez voir que j'ai récupéré pas mal de vêtements. J'en ai acheté pas mal. J'en ai acheté avec de l'argent réel également. Maintenant, tous ces vêtements, ils sont cloisonnés à l'univers de Final Fantasy XIV. C'est-à-dire que si demain, je veux aller sur une autre expérience, par exemple Decentraland, je vais me retrouver à devoir me reconstruire ma garde-robe. Bon, c'est pas super intéressant. Et surtout, je me retrouve à avoir une identité qui est fragmentée sur les différentes expériences. Et ça, c'est un petit peu dommage. Ça a été une des pierres de fondation de notre idée de Wearspaces. Et je vous parle de cet exemple-là. C'est pas juste moi qui suis un petit peu bizarre, parce que je suis un gamer, mais c'est vraiment une tendance. C'est-à-dire que si on regarde les chiffres aujourd'hui, vous avez plus d'un jeune de moins de 25 ans sur 2 qui considère que son identité numérique est plus importante que son identité physique. Une personne sur 2. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la quantité de gens que ça représente. Ensuite, deuxième stat qui est assez intéressante, c'est que vous avez 4 joueurs sur 5 qui ont déjà dépensé de l'argent sur des expériences type jeux vidéo en ligne. 4 sur 5. Donc là, on a une génération complète de gens qui pensent que leur identité numérique est super importante et qui n'ont pas peur de dépenser de l'argent en ligne. Il faut des solutions pour ça. Donc c'est ça aussi qui nous a poussé à se dire il faut faire quelque chose par rapport à ce marché et leur proposer une solution. Donc c'est pour ça qu'on a créé Wearspaces. Et l'idée, en fait, c'est de répondre à ce besoin d'habillement, si je peux le résumer comme ça, d'un côté, et de permettre de l'autre d'avoir des grandes marques ou des créateurs qui puissent proposer, eux, des vêtements à venir intégrer dans les différentes expériences. Donc ça, c'est l'idée de Wearspaces. Notre but derrière, c'est vraiment de devenir un hub de la mode. De la même manière que vous avez des grands magasins dans lesquels vous allez pouvoir trouver de l'habillement. Voilà. Eh bien, l'idée, c'est de pouvoir proposer exactement le même genre d'expérience, mais de manière numérique. C'est-à-dire qu'on va créer une espèce de méga centre commercial. J'aime pas cette formulation, mais c'est un petit peu l'idée, dans lequel plein de grandes marques vont pouvoir se créer un espace numérique, un espèce de magasin virtuel, dans lequel elles pourront mettre en avant leur image de marque, leur message, et proposer différents vêtements qu'elles pourront mettre à l'achat pour les utilisateurs. La solution de Wearspaces, elle va s'appuyer sur différentes parties. Donc la première, ça va être Wearcreate. Donc, grosso modo, ça va être un outil à destination des marques et des créateurs afin de pouvoir créer leur collection de vêtements. Aujourd'hui, le domaine du Web3, il est complexe. Pour le commun des mortels, on ne va pas se mentir, c'est compliqué. Les gens ne comprennent pas. Dès qu'on leur parle de wallet, c'est la fin du monde. Donc notre objectif avec Wearspaces, c'est vraiment de simplifier tout ça. Donc pour les marques, on leur prépare des outils afin qu'ils puissent créer une collection de wearables. Grosso modo, c'est un NFT, mais on utilise wearables parce que visiblement les NFT, c'est mal vu maintenant. De la même manière que pour les startups précédentes, notre objectif, c'est vraiment de simplifier tout ça. C'est-à-dire qu'utiliser les blockchains comme technologie et masquer ça derrière pour qu'on ait vraiment juste l'usage qui soit mis à disposition. Donc un outil de création de collection. Ensuite, on va avoir Wear Studio, qui va être toute la gamme d'outils pour créer le magasin. Donc vraiment l'espace 3D pour mettre en avant l'image de marque de la marque, du créateur, et pour pouvoir mettre en avant les différents wearables qui vont être mis à disposition. Et enfin, on va avoir Wearspaces, qui va être l'espace plus d'exploration, de découverte à destination des utilisateurs. Donc là, voilà, vous connectez sur cette plateforme, vous allez pouvoir vous balader dans les différents magasins et faire votre shopping comme si vous faisiez du shopping dans un magasin réel, sauf que cette fois, ça sera en virtuel. Au-delà de ça, ça a déjà un petit peu été abordé précédemment, mais le concept de l'identité numérique, pour nous, il est très très important. Et il est très très important, d'autant plus qu'aujourd'hui, malheureusement, vos données, dès que vous allez surfer sur le net, elles sont accaparées par les différents GAFAM qui viennent récupérer ces informations pour faire un profil sur vous et vous faire du marketing personnalisé. Alors qu'on se comprenne bien, la personnalisation en soi, c'est très bien et c'est ce qu'on veut, mais pas au détriment de votre vie privée. C'est-à-dire que vous devriez avoir le choix en fait, de dire « cette donnée, je veux bien la partager », à telle marque, et cette donnée, je ne veux pas la partager. Et si vous avez partagé une information personnelle à une marque, vous devriez aussi pouvoir avoir le droit de retirer l'accès à cette donnée à une marque. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'appliquer les règles du RGPD aujourd'hui en demandant à une boîte de supprimer les données qu'elle a sur vous. C'est les 12 travaux d'Astérix. Et du coup, voilà, nous, ce qu'on voudrait,
dans le cadre de Workspaces, c'est aussi proposer ce genre d'expérience pour les utilisateurs, typiquement via les solutions d'iExec, pour permettre aux utilisateurs de partager de manière sécurisée leurs données personnelles afin qu'elles soient utilisées dans un but marketing, mais un but marketing volontaire. Encore une fois, c'est vraiment une histoire de consentement. Autour de ça, du coup, on a une belle petite équipe pour réaliser tout ça. Donc ce soir, malheureusement, je suis le seul à pouvoir être là. Donc je m'occupe de présenter les autres. Donc nous avons Ruben, qui de mieux qu'un Gen Z pour représenter les besoins de la Gen Z. De mon côté, moi, ça fait une dizaine d'années que je développe des expériences temps réel. Donc je mets cette expertise-là à disposition de Workspaces. Nous avons Julien également, qui est à la finance, qui travaille dans de l'investissement depuis plus de 5 ans maintenant, y compris du venture capital. Et nous avons Alice qui a plus d'une dizaine d'années d'expérience en communication avec les grandes marques, et plus précisément les marques de luxe. Donc on a une bonne vision, je pense, du marché et de tous les plans d'interaction, que ce soit au niveau des marques, de la tech et de la mise en place. Au-delà de ça, j'aimerais profiter de ce moment pour faire un grand merci aux équipes de H7 pour cet accompagnement de 6 mois. Ça a vraiment été très cool. On a appris énormément de choses sur le chemin, entre les rencontres, les mises en relation et tous les retours que vous avez pu nous faire, y compris sur la présentation que vous êtes en train de voir en ce moment. Donc un grand merci à vous pour tout cet accompagnement. On n'en serait clairement pas là sans vous. Et pour terminer, je vais vous faire une petite démo de à quoi ça ressemble. Donc je vais commencer avec la Marketplace. Donc ça, c'est notre site web sur lequel vous allez pouvoir tout simplement naviguer comme si c'était un site e-commerce. Donc c'est on ne peut plus classique, vous avez une page, vous pouvez vous créer un compte. Donc là, on va aller voir sur mon compte personnel. Vous pouvez voir que j'ai déjà acheté un wearable, donc j'ai déjà un Teddy qui apparaît sur mon profil. Maintenant, on peut aller naviguer dans les différents produits. Comme sur n'importe quel site e-commerce, vous allez pouvoir les voir, vous allez pouvoir en sélectionner un et aller voir le détail pour, grosso modo, le mettre dans votre panier. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que, outre le fait que vous pouvez le voir en 3D, parce que c'est un vêtement virtuel, donc c'est quand même plus sympa, ces vêtements virtuels, vous allez pouvoir y attacher des utilities. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un vêtement virtuel, vous allez aussi pouvoir dire, ce vêtement, ça va donner accès à un événement particulier, ou ça va donner des réductions si vous êtes une marque. Là, vous pouvez voir que l'achat se passe avec un paiement par Stripe. Donc on a fait un choix, encore une fois, dans cette idée de simplifier, de se dire, on abstrait pour l'instant cette partie Web3, cette partie paiement avec des crypto-monnaies, une bonne vieille carte bleue, un paiement, emballer, c'est peser, pour simplifier. Et donc là, on peut voir que l'achat il a été réalisé et on voit apparaître le vêtement dans ma collection. Donc évidemment, à terme, on va venir ajouter le paiement par wallet, mais l'idée, encore une fois, c'est de simplifier au maximum pour qu'il y ait le moins de friction possible et que ce soit le plus simple pour l'utilisateur. Et enfin, on va avoir la démonstration donc, des magasins virtuels. Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on va avoir un environnement en 3D qui va être possible d'être créé par les marques donc, pour mettre en avant leur environnement. Donc là, vous pouvez voir qu'on va pouvoir incarner un avatar que vous allez pouvoir changer, que vous allez pouvoir habiller, vous allez pouvoir le mettre à votre image et vous allez pouvoir, il y a un chat, vous allez pouvoir échanger avec les autres personnes présentes et vous pouvez vous balader dans le magasin, voir le détail d'un vêtement de la même manière que vous pourriez le voir sur la version site web. Donc grosso modo, c'est la même expérience si ce n'est que vous avez le choix entre la version plus Web 2 avec un site e-commerce classique ou la version plus immersive où vous vous baladez virtuellement dans un magasin pour aller faire votre shopping. Voilà pour la démo. Et je vais finir avec un joli petit QR code moi aussi, puisque la démo que je viens de montrer là, vous allez pouvoir la tester là maintenant. Donc si vous voulez scanner le QR code, vous allez pouvoir tester ça sur votre mobile, parce que ça marche aussi sur mobile. Et je vous remercie pour votre attention et je vous dis à tout à l'heure pour répondre à vos questions. Bravo Alex. Bravo, bravo. Merci beaucoup pour cette super présentation. La démo, le QR code est juste derrière et je te récupère ça effectivement. Avant de se retrouver effectivement pour le cocktail et pour pouvoir poser toutes vos questions, j'avais quelques remerciements. Déjà, je voulais remercier encore une fois les équipes d'Aexec et en particulier Gilles et Francis qui nous accordent leur confiance depuis plus d'1 an. Ce que vous avez vu ce soir n'existait pas il y a 6 mois et je repense aussi à toi Alex, la première interaction qu'on avait eue, c'était un PDF avec un slide deck qu'on trouvait juste génial, l'univers était déjà présent et de voir ça en vrai aujourd'hui, sincèrement, bravo encore une fois pour le chemin parcouru.
Et je pense que oui, ça peut s'applaudir, effectivement. On peut réapplaudir les équipes de Workspaces. Quelques remerciements pour des personnes qui nous ont soutenus, des membres de l'écosystème qui ont donné de la visibilité à cet incubateur. Je pense à Cryptosphère, Thibaut et Émile. Je pense à Jimmy de Bitcoin Lyon. Je pense à Jérémy du Meetup Lyon, Offchain notamment. Bref, vous êtes beaucoup à nous avoir donné de la visibilité, à nous avoir accompagnés aussi pour trouver les bons projets et trouver les bons experts. Donc on vous remercie encore une fois. Avant de vous retrouver pour le cocktail, on va faire une petite photo de promotion et je veux que 2 personnes en particulier commencent à monter, Kelly et Edouard sur scène, qui ont été les 2 coachs au quotidien et qui ont fait que notamment les porteurs de projets ont été aidés. Kelly et Edouard. En premier, je vais appeler les porteurs de projets aussi pour la photo de groupe. Ziplo, Alex, je t'en prie, Malik, Tala, toutes les équipes d'AXEC aussi, on va faire une petite photo. Tous ceux qui ont participé au projet, Francis, Gilles aussi. Est-ce qu'il nous manque des gens ? Traditionnelle photo finale. Marianne, effectivement. Toutes les personnes qui ont contribué au programme, je vous en prie, venez avec nous pour la traditionnelle photo de fin. Luis Carlos, évidemment. Solène, est-ce que Solène, tu es dans le coin? Claudine, évidemment. Sana, est-ce que Sana est là? Allez, Sana. Chloé, t'es en place pour la photo? Merci à tous d'être venus ce soir et place au cocktail. Merci encore et à l'année prochaine.